Et avant Stripe, j'avais créé l'une des premières plateformes de crowdfunding, de financement participatif en action en France, ça s'appelle SparkUp, qui était aussi sur un modèle de marketplace avec des investisseurs et des porteurs de projets. Donc, de bout en bout, ça fait 4-5 ans maintenant que je suis dans cette postelle un peu marketplace et que j'en ai observé pas mal. Comme on a une heure, ça serait intéressant de faire peut-être un petit tour de table des gens qui soit ont des projets de marketplace qui travaillent déjà dessus ou qui travaillent pour une marketplace existante. Il y a des entrepreneurs dans les marketplaces ici ou et quel genre de projet c'est, peut-être rapidement? Qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que des produits de luxe? D'accord. Corse. D'accord. Corse. D'accord. Et les autres entrepreneurs? Des créations conçues à partir de matériaux d'upcycling. D'accord, d'accord, des matériaux de recyclage, ok. Ouais. D'autres entrepreneurs? Moi, ça s'appelle BookSquad, je sais pas si on peut dire que c'est une marketplace, c'est une plateforme d'échange. Ouais. L'idée, c'est d'échanger des livres avec les gens qui sont autour de D'accord. des livres physiques. D'accord, je pense que ça rentre dans la catégorie place de marché. D'accord. Et vous? Nous, ça s'appelle impression-mural.com et on vend du coup tout ce qui est revêtement mural, donc sur les décorations par exemple. D'accord, revêtement, décoration, ok. Et les autres, peut-être en dernier, ouais? Moi, c'est arlidocalspot.com, je référence des guides et moniteurs professionnels de VTT. D'accord. J'ai ma relation avec les pratiquants pour qu'ils réservent des offres d'accompagnement. D'accord, excellent. Ok, donc des cours de VTT, des moniteurs pour des malades. Ok, excellent. On va commencer. J'ai des slides, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou si il y a un sujet particulier sur lequel vous voulez qu'on approfondisse. Encore une fois, on a un peu de temps, donc on peut être un peu plus souple que d'habitude. Juste très rapidement sur Stripe, et après on arrêtera de parler Stripe. Stripe, c'est une assez grosse une assez grosse start-up. On est 700 dans le monde, c'est une entreprise américaine à l'origine. On travaille avec plus d'une centaine de milliers de start-up d'entreprises technologiques. Et ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on est en France et on travaille déjà avec pas mal de marketplaces comme Deliveroo, Drivey ou encore Hitch qui fait du covoiturage. Alors, le constat, il est un peu évident pour tout le monde, mais il y a de plus en plus de startups. Et quand on regarde ces startups, on a fait une étude il y a quelques mois en France, on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, un tiers des startups qui se créent sont sur un modèle marketplace. C'est-à-dire qu'elles mettent en relation, c'est une intermédiaire entre des acheteurs et des vendeurs, des fournisseurs de services et des utilisateurs de ce service. Et l'une des raisons pour lesquelles en fait, il y a de plus en plus de startups dans ce marketplace, on se rend compte, c'est qu'en fait, les barrières à l'entrée de l'entrepreneuriat ont beaucoup baissé en fait en 15 ans. On regarde aujourd'hui, il y a une multitude d'outils qui permettent super rapidement de lancer des startups, parfois même sans coder. On pense à des Shopify qui permettent très simplement de faire des boutiques en ligne, par exemple, des Amazon Web Services qui permettent très facilement de lancer des serveurs, ou des Stripe qui permettent d'accepter les paiements. Et donc ce qu'on voit, c'est de plus en plus donc, de startups qui vont de plus en plus vite, qui testent des idées, qui testent des nouveaux marchés. Et parmi ces startups, donc il y a un tiers de marketplace, et je suis sûr que vous en connaissez plein dans la liste. Alors, qu'est-ce qu'on entend par marketplace? On va vraiment parler de marketplace au sens large du terme, c'est-à-dire des startups, donc des sites, des applications en ligne, qui mettent donc en relation des utilisateurs, où il y a un côté qui fournit un service et l'autre côté qui consomme ce service.
Ça peut être des acheteurs, ça peut être des vendeurs, ça peut être des moniteurs, ça peut être des consommateurs. Et pour peut-être catégoriser, parler un peu le même langage, on a 4 grandes catégories marketplace qui sont assez distinctes les unes des autres, mais qui sont toujours sur ce modèle en fait d'intermédiation. Le premier qu'on voit exploser, c'est les marketplaces de services à la demande. Donc typiquement, c'est à la Uber ou à la Deliveroo. C'est en fait des marketplaces où l'utilisateur, le consommateur, donc, accède uniquement avec son portable et avec la fonction de géolocalisation à toute une multitude donc, de services autour de lui, de fournisseurs de services autour de lui. Et souvent, en fait, ces marketplaces, ce qu'elles font, c'est que, surtout dans le cas de Uber ou des plateformes de VTC, c'est qu'en fait, elles abstraient un petit peu le côté offre. C'est-à-dire, on ne choisit pas vraiment en fait, son fournisseur de service, mais on s'attend à une qualité de service un peu uniforme, quel que soit le chauffeur. Donc voilà, ça c'est les marketplaces de services à la demande, et c'est peut-être le segment qu'on voit le plus exposé en ce moment. Le deuxième type de marketplace, qui en fait existe depuis 15 ans avec eBay, c'est les marketplaces de peer-to-peer. D'un côté et de l'autre de marketplace, c'est le même type de personnes. Il s'avère que certaines personnes ont des capacités non utilisées, donc des appartements utilisés ou des voitures non utilisées, mais c'est des particuliers de part et d'autre, donc des Airbnb dans la ville. Troisième type de marketplace, c'est les marketplaces qui mettent en relation des financeurs et des porteurs de projets. Donc ça peut être sur des projets créatifs, comme Kickstarter, Indiegogo, où c'est simplement du don ou des achats de petits projets, de petits objets, mais c'est aussi maintenant de plus en plus sur du prêt ou de l'investissement en action. Donc on pense à des sites comme Lendix en France ou Prêt d'Union qui s'appelle United, je crois maintenant, qui mettent en relation des gens qui ont besoin donc, de financer un projet professionnel ou financer un projet de consommation et qui vont s'endetter en fait auprès de particuliers. Donc encore une fois, il y a cette logique d'intermédiation avec deux côtés qui rentrent en relation. Et enfin, un type de marketplace un peu différent, mais qu'on voit aussi de plus en plus, c'est des plateformes en fait, de logiciels. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez ou pas Shopify et Typeform. Shopify, c'est une boîte canadienne, Typeform, c'est une boîte espagnole. Shopify, c'est probablement le plus gros fournisseur de sites e-commerce au monde aujourd'hui. En fait, la plupart des petits sites e-commerce aujourd'hui, si par exemple, moi j'ai une petite boutique physique à Nantes et que je veux lancer un site e-commerce, en fait, ça serait complètement absurde de faire moi-même mon site. Parce que ça serait vraiment réinventer la roue. Il y a déjà des milliers de sites, des millions peut-être de sites e-commerce qui avaient été créés sur ce même modèle. Et donc Shopify, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est un moyen très simple donc, de créer son propre site en ligne en quelques clics, de ce site e-commerce, donc, et d'accepter les paiements sans avoir à avoir des compétences techniques. Et donc là, on voit, en fait, c'est une marketplace, une plateforme un petit peu différente, au sens où Shopify permet à des vendeurs de toucher les acheteurs en ligne, mais ensuite disparaît complètement de la relation. C'est-à-dire quand vous êtes sur le site Les Vélos d'Olivier, vous ne savez pas que c'est Shopify derrière. Et encore une fois, il y a eu cette logique d'intermédiation, et c'est Shopify qui s'occupe de maintenir toute la technique derrière. Typeform, c'est des formulaires très simples en ligne, qui permettent soit de recueillir des feedbacks, soit de recueillir des commandes, des achats. Et là, encore une fois, c'est la même logique, ça veut dire c'est des personnes qui ont besoin de poser des questions, qui ont créé un formulaire sur Typeform, et derrière, des personnes qui répondent donc à ces questions, et encore une fois, Typeform s'efface de la relation complètement une fois que c'est fait. Et juste pour vous donner quelques chiffres, donc je vous disais en ce moment, donc on voit vraiment une grosse accélération donc des schémas marketplace. Donc un tiers des startups créées en France. Et quand on regarde en fait les projections dans 2, 3, 4 ans, on remarque en fait d'ici 3-4 ans, donc ça sera 40% du e-commerce mondial en fait, qui passera par des schémas de type marketplace. Et ça croît beaucoup plus vite que le e-commerce traditionnel. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on regarde des pays émergents qui en fait sont même pas passés par cette case e-commerce traditionnelle ou vraiment très peu de temps comme la Chine, où en fait c'est déjà aujourd'hui 90% du e-commerce en Chine qui se fait via des schémas marketplace plutôt que via des sites de e-commerce traditionnels. Et ce qu'on observe, en fait, pour revenir sur la partie plus globale, c'est à la fois donc, des startups qui se créent, donc qui prennent directement un système de marketplace, mais aussi de plus en plus de gros sites e-commerce qui se rendent compte qu'il y a peut-être une opportunité, en plus de leur activité classique, de mettre en place donc, un système de marketplace. Donc là, c'est l'exemple classique d'Amazon. Amazon, à l'origine, c'était donc un distributeur classique, au sens où ils achetaient des biens, ils les vendaient eux-mêmes. Et depuis quelques années, Amazon a mis en place une marketplace où donc des acheteurs en fait
mettent en ligne eux-mêmes leurs produits et Amazon prend une commission dessus. Et aujourd'hui, j'ai plus les chiffres au niveau mondial, mais je crois qu'au niveau américain, Amazon, c'est 25% peut-être des revenus, ou un tiers des revenus qui passent qui viennent de leur marketplace. Donc c'est l'enseignement qui croît probablement plus vite sur l'e-commerce. Et peut-être juste quelques éléments de compréhension sur pourquoi est-ce que ça croît aussi vite les marketplaces. Je pense qu'il y a deux grands facteurs. Le premier, c'est assez intuitif, mais c'est beaucoup moins intensif en capital, en stock. Comme par définition, c'est pas la marketplace qui achète elle-même les biens. En fait, elle a beaucoup moins d'argent donc à mettre sur la table dès le départ. Et deuxième raison, c'est une raison un peu plus économique. C'est qu'une marketplace, lorsque ça atteint ce qu'on appelle une masse critique, lorsqu'il y a suffisamment de liquidité, lorsqu'il y a suffisamment de vendeurs et d'acheteurs, en fait, il y a des effets de réseau très forts. C'est-à-dire chaque utilisateur supplémentaire de la marketplace augmente la valeur pour tous les autres utilisateurs. Donc l'exemple classique de plateforme, c'est les réseaux sociaux. C'est au fur et à mesure où il y a de plus en plus d'utilisateurs, et ben en fait on a de plus en plus intérêt à venir sur les sociales. Et en fait c'est la même chose même pour les marketplaces de services ou ceux qui vendent des biens. C'est aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, si vous voulez mettre en ligne un appartement et le louer, en fait ça serait dommage de ne pas partir sur Airbnb qui a déjà en fait absolument tout le côté acheteur, et plutôt que de partir sur une plus petite marketplace où il y a beaucoup moins de demandes existantes. Donc j'ai mentoré pas mal d'entrepreneurs dans les marketplaces et à chaque fois, et surtout pour les entrepreneurs qui se lancent pour la première fois dans la création d'entreprise, c'est un peu le même constat. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils vont, enfin deux raisons pour lesquelles ils vont sur les marketplaces. D'abord, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a une dynamique et qu'il y a de plus en plus de startups qui se lancent dans ce business d'intermédiation. Et deuxièmement, ils se lancent dedans aussi parce que ça a l'air un peu plus facile sur le papier. C'est juste de la mise en relation en fait. Quand on regarde un site comme Airbnb ou même un service comme Uber, on se dit ok, bah, très bien, il y a juste un petit site sympa à faire, et ensuite je vais mettre de en relation les gens, je vais prendre une commission entre 5 et 20%, et je pourrais me proposer, c'est pas moi qui vais fournir le service. Mais la réalité elle est un petit peu plus complexe. La réalité c'est deux gros constats. Le premier, c'est que c'est excessivement dur à lancer le marketplace. C'est en fait beaucoup plus dur à lancer dans les premiers mois, dans les premières années, qu'un site de e-commerce traditionnel ou que d'autres types de start-up. Et la première raison, c'est que c'est en fait le problème de l'offre et la poule. C'est comme vous mettez des gens en relation, la raison pour laquelle les acheteurs viennent sur votre marketplace, c'est parce qu'il y a des vendeurs. Mais les vendeurs vont uniquement venir sur la marketplace parce qu'il y a des acheteurs. Donc au début, comment est-ce qu'on fait pour se lancer, sachant qu'il n'y a pas assez d'acheteurs ni de vendeurs. Donc ça, c'est un problème classique. Je vous donnerai quelques tips et quelques exemples de marketplace qui ont bien réussi à résoudre ce problème. Mais donc, et à cause de ce problème de l'œuf et la poule, en fait, il y a très peu de liquidité sur la marketplace pendant les premiers mois, les premières années. En fait, quand on regarde les courbes de croissance des marketplaces, on voit que généralement, elles sont très plates pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et il y a un moment où elles explosent. Et ce moment où elles explosent, c'est le moment en fait, où elles ont atteint ce qu'on appelle une masse critique. Il y a justement suffisamment de liquidité pour en fait qu'il y ait assez de valeur pour l'acheteur de venir sur le marketplace et pour le vendeur de venir sur le marketplace également. Donc elles suivent vraiment des courbes de croissance exponentielle. Et le deuxième gros challenge pour les marketplaces, c'est un challenge plus opérationnel en fait. C'est une marketplace, c'est assez compliqué en fait à opérer et à scaler. Je pense qu'il y a un gros exemple que je connais bien, c'est sur les problématiques de paiement. Lorsque vous êtes une marketplace, en fait, vous avez beaucoup plus de types de flux de comportements de paiement différents à prévoir. Donc, comme tout le monde, vous avez des paiements sur plusieurs devices à prévoir, donc des paiements sur desktop, des acheteurs qui se font sur mobile. Mais derrière, en fait, vous devez aussi payer des vendeurs. Et il y a des vendeurs qui préfèrent se faire payer en euros, des vendeurs qui préfèrent se faire payer en dollars, des vendeurs qui préfèrent se faire payer une fois par mois, d'autres qui préfèrent se faire payer tous les jours. Donc voilà, les préférences, en fait, il y a une multitude de préférences par rapport à des sites plus classiques. Et une autre difficulté dans l'opération, c'est qu'en fait, les marketplaces, c'est assez régulé, et en particulier en Europe et en particulier en France. Donc lorsqu'on fait une marketplace, il faut s'assurer qu'on ne finance pas un terroriste ou une organisation ou du blanchiment d'argent derrière, et donc il faut collecter des informations, il faut s'assurer qu'on envoie bien de l'argent à des gens qu'on a identifiés, qui ne sont pas des criminels. Donc il y a toute cette partie qu'on appelle KYC, Know Your Customer, qui est importante et qui par définition n'existe pas pour les sites de e-commerce plus classiques.
Alors juste, on a lancé un produit qui s'appelle Stripe Connect qui en fait veut justement résoudre en fait un peu cette difficulté sur la partie vraiment opérationnelle et qui permet donc facilement d'accepter les paiements d'un côté, de payer les vendeurs de l'autre et de faire toute cette partie donc compliance et développement international de manière automatisée. Et l'ambition c'est vraiment de partir en fait de cette complexité pour revenir à cette complexité où vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre produit et sur l'expérience utilisateur plus que sur des considérations opérationnelles un peu plus triviales. Et le maître mot des entrepreneurs dans les marketplaces et les startups en général, et sur lequel j'ai une conviction assez forte, et Stripe aussi, c'est vraiment se concentrer. Il y a plein de raisons de se disperser lorsqu'on fait une marketplace, de vouloir aller parler à tous les vendeurs, tous les acheteurs, mais le conseil que j'aime bien donner, c'est vraiment de se concentrer sur son produit, sur son expérience utilisateur, sur vraiment ce qui fait la valeur clé dans le marketplace, et de ne pas lâcher ça du parce que ça va être dur, les premières années vont être difficiles, et donc il faut absolument que ça vous le réussissiez. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, sauf si vous avez des questions sur cette intro, sinon on passe directement à quelques conseils. Alors, trois grands traits qu'on observe en fait parmi les meilleurs marketplaces, que ce soit en Europe ou à l'échelle mondiale. La première, et c'est un peu contre-intuitif, mais en fait on se rend compte que les marketplaces qui grossissent le plus rapidement, qui se lancent le plus vite, c'est celles en fait qui passent énormément de temps au départ sur le côté vendeur, surtout que sur le côté acheteur. Je vous explique un peu en détail comment et pourquoi, mais c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Deuxième exemple, deuxième conseil, c'est les marketplaces qui réussissent bien, généralement c'est les marketplaces qui sont vraiment obsédés par la qualité de leurs produits et par offrir à leurs utilisateurs, que ce soit acheteurs ou vendeurs, une expérience mobile et locale, quelle que soit leur localisation. Et enfin, le troisième type de conseil, c'est on conseille vraiment, parce que c'est des marchés régulés, c'est des systèmes régulés, les marketplaces, donc de s'adapter donc aux prérequis locaux et d'insister énormément sur la confiance entre les différents utilisateurs de la marketplace pour qu'ils se sentent en sécurité. Alors, attirer les meilleurs vendeurs. Alors, j'insiste juste sur le côté meilleur, ça c'est aussi quelque chose qu'on observe, c'est tous les utilisateurs sur une marketplace et surtout côté vendeur se valent pas en fait. C'est-à-dire que ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y aura une sorte de loi de Pareto, de la puissance, où en fait vous aurez une petite partie de vos vendeurs qui vont fournir en fait une énorme partie des services à leurs acheteurs. C'est-à-dire des vendeurs ultra actifs qui vont fournir 80% en fait de l'activité totale de la marketplace. Et c'est vraiment ces vendeurs-là qu'il faut arriver à fidéliser et pour lesquels il faut arriver à comprendre les besoins et les attentes. Alors, on va parler rapidement comment est-ce que les marketplaces s'y prennent pour résoudre ce problème de l'œuf et la poule. Comment lancer la marketplace au départ quand par définition il n'y a pas de liquidité. Donc comme je vous disais, en fait, on observe beaucoup de marketplaces qui se concentrent d'abord sur le côté vendeur, donc le côté offre. Et ça, je pense, la raison pour laquelle ça marche bien, c'est que c'est en fait les personnes qui ont le plus intérêt d'une certaine manière à être sur la marketplace. C'est les personnes dont c'est le travail, ou c'est les personnes qui gagnent de l'argent avec cette activité, et donc ils sont prêts à investir un petit peu plus au départ et à être un petit peu plus patients pour gagner leur vie. Là où le côté acheteur, en fait, ils ont déjà des offres à droite à gauche, donc généralement c'est moins essentiel. Et là, on observe quelques types de stratégies de départ qui marchent bien pour attirer dès le départ ces bons vendeurs et ensuite attirer les acheteurs. La première stratégie, en fait, c'est des marketplaces qui dès le départ, qui en fait agissent elles-mêmes en tant qu'offreurs, en fait, en tant que vendeurs. Donc elles se substituent en fait au côté offre. Et là, il y a 2-3 exemples qui sont intéressants. Une première marketplace qui est intéressante, plateforme, c'est le site de questions et réponses Quora aux États-Unis, qui vient d'arriver en France d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui est pas mal. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, en fait, c'est un site de questions et réponses sur tout et n'importe quoi, mais d'excellente qualité. Donc ça n'a rien à voir avec Yahoo Réponse il y a quelques années, où c'est vraiment des gens, ils auraient réussi à attirer des gens d'un très bon calibre, en fait, des professionnels, des doctorants sur n'importe quel sujet. Et donc il y a une qualité de contenu qui est exceptionnelle. Et en fait, ce que l'équipe de Quora a fait au départ pour lancer un peu la machine, c'est qu'ils sont mis eux-mêmes en fait, à poser plein de questions et à répondre à ces questions en faisant très très attention à que ce soit des réponses de très bonne qualité. Donc voilà, fournir un peu de contenu au départ, et à partir du moment où ils sont arrivés à une sorte de masse critique,
Donc les lecteurs qui ne travaillent pas chez Quora donc, sont arrivés assez naturellement en fait, sur la plateforme. Autre exemple, c'est YouTube. YouTube, quand ils sont lancés, ils avaient exactement le même problème. Ils n'avaient pas de vidéo ni de viewers, de visiteurs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher sur d'autres plateformes des vidéos qui marchaient bien, qui étaient intéressantes, pour les mettre sur YouTube et pour rapidement fournir un peu de liquidité et les donner une raison en fait, à des visiteurs externes de venir sur la plateforme. Et peut-être un dernier exemple un peu plus récent et un peu différent, c'est l'exemple d'Airbnb. Airbnb avait exactement le même problème. Au départ, ils n'avaient pas d'appartement, ils n'avaient donc pas de locataires. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils sont allés chercher sur une autre plateforme qui s'appelle Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin en fait, aux États-Unis, où ils sont en fait allés chercher des annonces d'appartements. Au début, ils ne demandaient même pas en fait, aux personnes qui louaient ces appartements sur Craigslist leur accord, et en fait, ils faisaient des copier-coller et des photos, ils les mettaient sur Airbnb avec un lien avec Craigslist à la fin. Craigslist n'était pas content, donc finalement, ce qu'ils ont fait au fur et à mesure, c'est qu'ils sont allés en fait draguer un petit peu les locataires, les loueurs d'appartements sur différentes plateformes pour les remettre sur Airbnb. Donc ça, c'est le premier type de stratégie pour se lancer. Donc c'est agir en fait, comme l'offre. La deuxième tactique qu'on voit qui marche bien, et en particulier pour les boîtes qui ont un petit peu d'argent au départ, c'est de subventionner l'offre. En fait. C'est leur dire, on est conscient, dire aux vendeurs, on est conscient qu'au départ il y aura peu d'activité, mais on est convaincu que ça va grossir vite et que vous allez en bénéficier. Donc pendant les X premiers jours et X premières semaines, on va vous subventionner. Et ça, c'est la stratégie qu'un Uber adopte. Uber, ce qu'il faut comprendre, c'est une boîte qui a 4-5 ans, qui est présente dans 500-600 villes, et donc qui à chaque fois se retrouve avec ce même problème de l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une nouvelle ville, par définition, il n'y a aucun driver sur la plateforme Uber dans cette ville, puisqu'elle n'était pas lancée, et donc il n'y a pas de riders non plus. Et donc Uber, en fait, c'est une boîte, c'est peut-être, c'est un point un peu personnel, mais moi, ce qui m'impressionne le plus chez Uber, c'est en fait cette capacité à avoir résolu ce problème à grande échelle, et quel que soit le marché, en fait. Et d'arriver maintenant à avoir des villes avec une masse critique partout dans le monde. Et donc ce que Uber fait, c'est qu'en fait, au départ, ils disent, OK, on va prendre des riders, et en fait, on va les subventionner à la journée. On va leur dire, maintenant, on va vous payer X centaines d'euros ou dizaines d'euros pour la journée, et en fait, vous allez tourner en ville, même si c'est à vide pendant quelques jours, mais pour être sûr qu'il y ait de l'offre sur la plateforme et que s'il y a un rider qui se connecte, il est toujours quand même un chauffeur qui soit connecté. Et donc il faut ça dans toutes les villes maintenant et ça marche bien, mais ça demande évidemment un peu d'argent. Et enfin, la dernière stratégie qui est, je trouve, la plus élégante, c'est une stratégie qu'on appelle en anglais Come for the tools and stay for the network. C'est donc venez pour les outils et restez pour le réseau. Et je vais vous donner un exemple. L'idée, en fait, c'est comme la valeur d'une marketplace, c'est l'interaction entre ces deux côtés. Au départ, il y a par définition pas les deux côtés. Pourquoi pas fournir des outils qui, en fait, fournissent une valeur même sans l'autre côté? Et je vais vous prendre un exemple. L'exemple, par exemple, c'est Yelp. Yelp, donc, c'est du listing de restaurants aujourd'hui avec des reviews. C'est présent en France, un peu partout. Ça marche bien, il y a beaucoup d'utilisateurs. Ce qu'ils ont fait pour se lancer au début, c'est comme ils avaient ni de restaurant, ni de personne qui était prêt à noter ces restaurants. En fait, ils ont simplement créé un listing de restaurants dans chaque ville le plus à jour possible, avec les numéros de téléphone, avec la localisation, avec le prix moyen. Mais donc, en fait, un listing qui n'avait pas besoin en fait, des restaurateurs. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait eux-mêmes en allant voir les différentes plateformes, les différents listings qui existaient. Et l'intérêt de ce listing, en fait, c'est qu'il avait de la valeur pour les acheteurs, donc pour les personnes qui veulent réserver en fait, une table au restaurant, même sans l'interaction des restaurateurs. On est toujours intéressé pour le numéro de téléphone d'un restaurant, pour savoir à quelle heure il ouvre, à quelle heure il ferme, et même s'il n'y a pas de review, ça a un peu de valeur. Et donc ce que Yelp a fait, c'est donc vraiment d'avoir ce listing assez complet de restaurants, d'attirer suffisamment d'acheteurs sur la plateforme, et une fois qu'il y avait suffisamment d'acheteurs sur la plateforme, les restaurateurs sont venus naturellement, et ils ont pu mettre en place leur système d'avis, de reviews, donc qui sur le coup nécessitait les deux côtés. Un autre exemple qui est assez impressionnant, c'est l'exemple d'OpenTable, qui je crois n'est pas encore disponible en France. OpenTable, c'est une plateforme qui permet de réserver des tables au restaurant en ligne sur une interface assez sympa.
Ils avaient exactement le même problème, ils avaient besoin des restaurateurs et des consommateurs, des clients, mais dès le départ, ils ne les avaient pas. Et en fait, ce qu'OpenTable a fait, c'est qu'au lieu comme Yelp de commencer avec le côté acheteur, ils ont commencé avec le côté vendeur, où ils ont commencé en fait à construire des outils pour les restaurants. Donc des outils qui en fait avaient de la valeur sans même avoir les clients dans la boucle. Donc ça peut être par exemple un outil de gestion de table, un outil de gestion des shifts des employés du restaurant. Donc on appelle un peu des standalone tools, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin en fait d'autres utilisateurs pour avoir de la valeur. Et donc ils les ont vendus donc, à tous les restaurants en commençant par les États-Unis. Et à partir du moment où ils avaient suffisamment de restaurants sur la plateforme, là ils ont commencé à mettre en place ce service de réservation. Et comme ils avaient déjà tout le côté offre, et bien, en fait le côté demande est arrivé assez naturellement. Donc voilà, ce genre de stratégie en 2 temps, on en voit pas mal et ça marche bien. Et peut-être un dernier exemple, un dernier conseil pour résoudre ce problème de l'offre ou la pool, et je pense qu'il est plus intuitif, mais c'est vraiment de commencer de manière ultra localisée. C'est quand on regarde les marketplaces qui marchent très bien, il n'y en a pas une seule qui a commencé à l'échelle nationale dès le départ ou à l'échelle mondiale. Elles ont commencé au niveau d'une ville, parfois même au niveau d'un quartier, pour rapidement justement atteindre de la liquidité dans ce quartier, pour donner à avoir suffisamment d'acheteurs et de vendeurs dans une zone délimitée, et pour donc leur apporter de la valeur, et au fur et à mesure, on a commencé à grandir. Un autre conseil pour attirer les meilleurs vendeurs sur votre plateforme, c'est de réfléchir à l'onboarding, donc à la création de compte de votre vendeur. Comment est-ce qu'au départ vous lui permettez d'accéder à la plateforme et de s'enregistrer. Alors normalement c'est des vidéos, mais comme c'est pas mon ordinateur, ça sera un screenshot. Mais ça encore une fois c'est quelque chose qu'on néglige. En fait souvent on voit que les entrepreneurs se concentrent énormément sur la partie achat, donc la partie client-acheteur, où là ils font un design parfait, avec un ergonomie parfait, avec le moins d'étapes possible. Et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils négligent un peu la partie vendeur. Et en fait lorsqu'on se met dans le mindset différent, où on se dit en fait c'est la partie vendeur au début qu'il faut que j'ai de l'offre pour qu'ensuite la demande vienne, en fait on conseille vraiment d'apporter énormément d'attention donc à cette partie onboarding des vendeurs. Ça par exemple c'est DoorDash. DoorDash c'est un peu l'équivalent d'un Deliveroo ou Uber Eats aux États-Unis. Donc c'est un service de livraison de nourriture à domicile qui met en relation des restaurants et des clients et avec un livreur entre les deux qui fait la livraison. Donc. Et DoorDash c'est connu pour avoir l'un des services, en fait l'un des exemples les plus aboutis en fait d'onboarding de livreurs en l'occurrence. Donc typiquement ils sont partis dès le départ uniquement sur mobile, ils se sont dit ok bah, les livreurs en fait je vois un peu la population, c'est des populations jeunes qui en fait parfois ne sont même pas passés par la case desktop, ordinateur de bureau, qui donc utilisent uniquement leur mobile. Donc typiquement cet onboarding on va le penser d'abord sur mobile. Donc comme c'est sur mobile il y a des contraintes particulières, il y a un écran qui est plus petit, c'est un peu plus pénible de taper, donc on va demander le moins d'informations possible. Et donc DoorDash, ils font vraiment un onboarding en fait en plusieurs étapes où lorsque le livreur s'inscrit pour la première fois, en fait il donne assez peu d'informations. Il donne juste voilà, son numéro de téléphone, son nom, son adresse email et le type de véhicule qu'il a. Et ensuite au fur et à mesure en fait où le livreur commence à être un peu plus actif et que là ils ont des besoins en fait réglementaires de collecte d'informations plus importantes, là ils commencent à demander des informations comme une carte d'identité, comme un numéro de sécu pour vérifier son identité. Et voilà, un onboarding donc, sur mobile de préférence et en plusieurs étapes pour attirer le plus de vendeurs sur votre plateforme. Toujours dans la problématique d'attirer les meilleurs vendeurs et de les fidéliser, et ça paraît aussi évident quand on le dit, mais en fait le nombre de marketplaces qu'ils ne font pas, j'ai du mal à comprendre. C'est en fait c'est vraiment d'assurer sur la partie paiement des vendeurs. Les vendeurs font pas ça par plaisir, ils font ça par être payés, et le nombre de marketplaces, encore une fois, qui en fait, font énormément, très attention en fait, à l'expérience sur la partie acheteur, mais qui en fait négligent la partie vendeur, il y en a vraiment beaucoup. Et d'autant plus qu'en fait, aujourd'hui, les utilisateurs du web en fait, sont assez habitués à du paiement par carte, ça, bon, bah, tout le monde l'a fait, ça commence à être un peu rentré dans les mœurs, mais être payé par une plateforme, être payé par un streaming, par virement bancaire, généralement, ça crée un petit peu plus de stress. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas qu'est-ce qui va apparaître sur le champ, on ne sait pas est-ce que la commission sera prise dessus ou pas, donc ça, faire très attention. Et ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a beaucoup de marketplaces qui opèrent pendant assez longtemps en fait, avec des virements complètement manuels. C'est-à-dire qu'elles requièrent, en fait, elles collectent absolument tout l'argent sur leur compte bancaire, et derrière elles envoient toutes les semaines, tous les mois, un
un Excel en fait à leur banque en leur disant voilà les IBAN et voilà le montant pour chaque personne que je veux payer. Et ce système de virement manuel, c'est bien quand on se lance, parce que bon, on n'a pas beaucoup de virements à faire, en effet, ça ne sert à rien de créer un outil pour automatiser tout ça. Mais quand vous commencez à générer plus de 50, 100, 200 virements par semaine, ça commence à devenir problématique. Et il y a 2-3 raisons pour lesquelles c'est problématique. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs. Comme c'est manuel par définition, on peut se tromper dans le numéro d'IBAN, on peut se tromper dans le montant. Même la banque, il ne faut pas surestimer la capacité des banques derrière à bien processer cette information. On voit de temps en temps des banques qui se trompent et ça arrive. Deuxième raison, c'est une raison, c'est que c'est pénible à faire, simplement, c'est que ça vous demanderait à quelqu'un de votre équipe dont le temps aurait été utilisé peut-être mieux sur une autre activité, de toutes les semaines se taper un Excel, de s'assurer avec la banque que derrière elle a bien envoyé les fonds. Et le dernier point, c'est qu'en fait, ça vous donne beaucoup moins de souplesse pour en fait écouter les préférences de vos vendeurs. Nous, ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a des vendeurs sur les marketplaces qui préfèrent être payés tous les jours. Donc, dès qu'il y a des achats ou des ventes de services, des locations d'appartements bien Airbnb qui ont été faites, ces vendeurs, ils veulent être payés dès qu'il y a un achat temps. Au contraire, il y a des vendeurs qui, pour des raisons plus de comptabilité, veulent grouper en fait tous ces paiements en une semaine, en un mois, pour avoir quelque chose de propre et c'est plus facile à gérer d'un manière avec un comptable tout seul. Ça, si vous devez en fait respecter ces préférences avec un système de transfert manuel, ça va être l'enfer. Il faut rajouter un autre champ avec marqué est-ce que j'ai payé ou pas maintenant parce que lui il va le payer toutes les semaines, pas tous les mois. Donc je ne le conseille pas. Et donc il y a de plus en plus en fait d'API, donc de systèmes automatisés qui permettent en fait d'automatiser ces virements et d'agréger vraiment ces préférences pour satisfaire tout le monde. Donc je vous conseille vraiment, dans un qui est dans Site Connect, je vous conseille vraiment de regarder, de faire très attention à bien comprendre quels sont les besoins en termes de paiement de vos offreurs, de vos vendeurs, et de les respecter et de les automatiser le plus rapidement possible. Dans l'idée d'attirer les meilleurs vendeurs, en fait, les meilleurs vendeurs qui sont sur vos marketplaces, ça sera leur gagne-pain, concrètement. Donc si vous faites un bon boulot pour leur trouver des clients et pour leur donner des conseils pour s'améliorer, qu'ils gagneront plus d'argent, si vous faites un pas très bon boulot pour ne pas leur trouver de clients et pas leur donner des conseils, ils gagneront moins d'argent. Donc pour eux, c'est absolument clé, en fait, de leur donner le plus d'insights, le plus de conseils, de clés de compréhension de leur activité possible, en fournissant des tools. Donc là, typiquement, ça c'est Kickstarter. Donc, Kickstarter, c'est du financement participatif pour des projets. Et Kickstarter, en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que leurs intérêts sont parfaitement alignés avec ceux des porteurs de projets, en fait. Ça veut dire qu'ils ont vraiment intérêt que les porteurs de projets réussissent parce que c'est le seul moyen pour eux, en fait, de toucher une commission. Et comme dans le cas de Kickstarter, généralement, c'est surtout les porteurs de projets eux-mêmes qui, en fait, vont aller voir leur réseau pour trouver des acheteurs, ils ont intérêt, en fait, à donner des outils à ces porteurs de projets pour toucher facilement ce réseau. Et donc Kickstarter, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place toute une suite d'outils, de statistiques, d'emailing, de partage sur les réseaux sociaux, pour en fait faciliter donc, le travail de ces porteurs de projets. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un porteur de projet qui est passé par Kickstarter, en principe, il est fidélisé, parce qu'il dit effectivement, il y a tous les outils pour que je réussisse. Là où des plateformes de crowdfunding un petit peu plus récentes, un petit peu moins sérieuses, et ben en fait, je suis laissé à mon compte et je réussirai pas. Donc voilà, pas hésiter à fournir le maximum de statistiques, de conseils à ces vendeurs. Et toujours pareil, c'est dans l'optique de fidéliser les meilleurs vendeurs qui feront l'essentiel de votre activité, de l'activité sur votre plateforme. Et enfin, ça c'est un conseil surtout qu'on donne en Europe. C'est en Europe, il y a pas mal de règles au niveau de la gestion de la TVA, au niveau de la gestion des facturations. Pareil, les vendeurs qui seront sur votre plateforme, souvent ce sera des professionnels, donc ils sont eux-mêmes confrontés en fait, à ces challenges. Donc plutôt que de les laisser le gérer tout seul, proposez-leur des outils. Donc là, c'est deux outils qui marchent bien avec Stripe, qui s'appellent Avalara et Octobat. Avalara est espagnol, je crois que Octobat est français. Et qui permettent super facilement donc, à ces vendeurs de réconcilier leur TVA, de savoir combien exactement est-ce qu'ils doivent, et pareil pour l'aspect plus facturation. Vous avez des questions sur cette partie vendeur, comment fidéliser les meilleurs vendeurs? Ok. Passons à la partie acheteur alors maintenant. Donc acheteur, on conseille non seulement évidemment d'avoir une super expérience générale pour les acheteurs, mais de se concentrer sur deux choses, sur l'expérience mobile et sur l'expérience locale.
Alors, ça ne sera pas une surprise, mais c'est quand même impressionnant quand on regarde les chiffres. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ça fait déjà longtemps en fait, qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs Internet qui utilisent par mobile que par desktop. Et en particulier pour les gens qui étaient là un peu au début d'Internet, en fait, c'est un changement d'état d'esprit qui met un peu de temps en fait, à se réaliser, parce qu'on est tellement habitué, on a tous les souvenirs sur l'ordinateur de bureau, mais ça en fait, c'est en train de terminer. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que non seulement il y en a déjà beaucoup plus aujourd'hui, mais que d'ici 2020, donc ça sera près de 5 milliards, 4 milliards 7 je crois, d'utilisateurs dans le monde qui passeront par des mobiles. Là où sur desktop, d'ici 2020, je crois qu'on s'attend à 2 milliards et quelques mobiles. Donc aujourd'hui, le mobile, c'est en fait la principale manière d'utiliser Internet. Et donc si vous avez une marketplace ou n'importe quelle startup en ligne, en fait, c'est vraiment le point d'entrée pour vous, pour trouver des clients. Et il y a un gros problème avec le mobile qui empêche de dormir tous les e-commerçants du monde. C'est qu'en fait, aujourd'hui, donc le mobile, sur les sites de e-commerce, il drive déjà 70% des visites, donc du trafic. Mais quand on regarde les paiements, donc les achats, c'est que 17%. Et donc en fait, ce que les e-commerçants et les marketplaces se disent, c'est mince, en fait, j'ai de plus en plus de clients qui viennent par mobile, mais c'est du trafic qui convertit moins. Donc en fait, si cette part augmente, et ben en fait, je vais payer de moins en moins, tout simplement. Et donc, c'est un fait, mais on pense que ce n'est pas une fatalité. On pense qu'il y a des moyens d'optimiser ça pour essayer de faire remonter un peu cette part et pourquoi pas l'équilibrer avec le temps passé sur les sites. C'est-à-dire que les gens décrochent en fait sur mobile, j'ai pas bien compris. Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait les gens surfent sur mobile, donc ils vont découvrir un site, un service. Mais ensuite après, quand il sera question de payer, rentrer le numéro de carte, c'est compliqué. S'il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, on est perdu. Retrouver le site, c'est pas bon. Ouais, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, c'est une grande partie, c'est une question d'expérience utilisateur. En fait, c'est que les designs des sites ne sont pas adaptés à des tunnels, des cycles de vente sur mobile. Et la sécurité rentre en compte aussi du coup comme élément. La sécurité rentre probablement en compte aussi, ouais. Donc c'est une question de design et de perception, ouais. Le premier conseil qu'on donne, c'est toujours dans l'optique en fait, d'adapter votre expérience utilisateur, client, acheteur au mobile, c'est de limiter le plus possible l'entrée d'informations, en fait, le nombre de caractères qu'un utilisateur doit taper en fait, lorsqu'il achète. Donc deux exemples. Le premier, c'est de faire le plus possible du one-click payment. Donc ça, one-click payment, c'est ce qui a été introduit par Amazon il y a quelques temps maintenant, il y a 10 ans, je dirais, un peu plus de 10-15 ans. Et ce qui a permis au départ vraiment le décollage d'Amazon d'un produit e-commerce, c'est que c'était les premiers en fait à proposer la sauvegarde des données de paiement et ensuite de pouvoir acheter quelque chose en un seul clic. Aujourd'hui, c'est très démocratisé en fait le one-click. Donc, nous on propose et on voit sur mobile en fait des différences de taux de conversion qui sont énormes. C'est-à-dire, si on a déjà acheté une fois, en fait, on sera beaucoup plus, il sera beaucoup plus probable qu'on rachète en fait sur mobile si on a déjà rentré nos informations de paiement. Et pour vous donner un peu plus de contexte plus macro, quand on regarde aujourd'hui des grandes batailles pour les clients mondiaux entre Amazon et Apple, en fait, ça joue beaucoup sur les données de cartes sauvegardées. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui, c'est pas une donnée publique, mais Amazon, je crois, on estime à 200 ou 300 millions le nombre de cartes sauvegardées sur Amazon, là où Apple, on a 800, 900 millions, en grande partie grâce à iTunes au départ, puis l'App Store. Et donc en fait, et ce que ça veut dire maintenant, c'est qu'en fait, un utilisateur mobile qui se connecte en fait, sur un site e-commerce, et ben, en fait, il ira beaucoup facilement sur le site où ces données de cartes sont déjà sauvegardées, en l'occurrence Apple ou Amazon. Mais voilà, c'est une grande bataille entre les très très grands sites et les très grands marchands, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut poser dès le départ pour fidéliser les marchands. Et le deuxième exemple, ça vient d'arriver en France il y a quelques mois, c'est Apple Pay. Et Android Pay qui n'est pas encore disponible, mais qui arrive bientôt aussi. Donc Apple Pay, c'est aussi une sorte de paiement one-click, sauf que c'est encore mieux au sens où il n'y a même pas en fait à rentrer le numéro de carte la première fois. C'est-à-dire comme le site en fait se connecte avec Apple, et qu'Apple connaît déjà votre numéro de carte parce que vous l'avez déjà rentré dans l'Apple Store, en fait vous pouvez payer uniquement donc, avec votre empreinte digitale, et ce dès le premier achat. Et donc pour le moment c'est en train de se déployer en France, c'est pas encore très répandu, mais si on prend un exemple, par exemple les États-Unis, où c'est présent depuis 3 ans maintenant, Apple Pay, on remarque que au sein des apps et au sein des sites, en fait, ça correspond déjà pour certains gros marchands à 10 à 15% des ventes, en fait. Donc c'est déjà une grosse réalité, et pour les utilisateurs Apple, c'est vrai que c'est une expérience qui est nettement meilleure.
Et donc il y a l'équivalent pour Android qui s'appelle Android Pay, qui est déjà disponible également aux États-Unis, qui fonctionne grosso modo de la même manière, mais qui n'est pas encore disponible en France. En tant que Français, on a souvent eu cette frustration de tomber sur des grosses marketplaces où en fait les sites étaient clairement pas optimisés pour la France, clairement pas localisés. Donc ça, dès que vous partez un petit peu à l'international, faites très attention à localiser dès le départ de votre site. Et la localisation, ça fait partie des problèmes aussi qu'on sous-estime quand on commence une boîte. On se dit que ça va être assez facile, c'est une question de traduction, je vais payer un traducteur, il va le faire. Et en fait, non seulement c'est compliqué en termes plus opérationnels, c'est-à-dire qu'il faut non seulement traduire, il faut maintenir les traductions derrière, il faut localiser les formats des dates, les formats des montants, les formats des devises. Enfin, c'est en fait plus travail qu'on pense d'un niveau opérationnel et d'un niveau technique en fait. D'un point de vue plus technique, c'est également pas si évident que ça. En fait, c'est un problème que techniquement, il faut essayer d'aborder le plus rapidement possible pour avoir une infrastructure qui est déjà localisable dès le départ et pas se taper ce problème lorsqu'on a déjà des centaines de milliers d'utilisateurs. Et enfin, nous on vient d'un pays, la France, où on est ultra habitué à la carte payée en ligne. Donc il y a un petit peu de PayPal, mais essentiellement tout le monde paye par carte. Et en fait, quand on va dans d'autres pays européens, en particulier des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, en fait, on se rend compte que les gens ne payent pas par carte. Aujourd'hui, quand on regarde l'Allemagne, c'est 20%, 22% des achats en ligne qui sont faits avec des cartes de crédit. Le reste est fait soit avec des virements, soit avec des prélèvements, soit avec des portefeuilles, des wallets, un peu à la PayPal. Et en fait, les consommateurs allemands se sentent beaucoup plus rassurés en fait, de payer avec ces méthodes de paiement. Donc ça, pareil, si vous partez à l'international, faites vraiment attention à proposer en fait, les méthodes de paiement qui rassurent le plus les gens dans le pays. Et dernière grande famille de conseils, ça serait de s'adapter donc aux règles locales et de rassurer vos utilisateurs. Juste sur la partie rassurée, en fait, l'un des challenges d'une marketplace, c'est qu'un site e-commerce à part, c'est qu'un site e-commerce, lorsqu'il a fait sa réputation, elle n'est pas très compliquée à maintenir, au sens où il maîtrise absolument toute la chaîne de distribution, c'est lui qui vend. Donc en fait, s'il fait un bon boulot, a priori, il n'y aura pas de problème, il gardera sa réputation auprès des clients. Une place de marché, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, par définition, elle ne contrôle pas entièrement la vente et la qualité de l'offre. Et donc, il faut faire très très attention, et au fur et à mesure, surtout elle grandit, à maintenir donc, une qualité constante. Quand vous dites local, c'est quoi l'échelle que vous avez en tête? Local, c'est à l'échelle nationale. C'est à l'échelle nationale. Et ce qu'on remarque, c'est que l'un des grands challenges des startups, donc des marketplaces, lorsqu'elles se développent, c'est de garder ce niveau de confiance. On pense par exemple à Airbnb qui a failli avoir une catastrophe il y a 3-4 ans. Il y avait eu des articles où un appart à New York qui avait été complètement trashé pendant un week-end par des types qui s'étaient fait passer pour une famille mais qui en fait avaient invité 400 personnes. Voilà, ça c'est le genre d'événement, si ça se produit plusieurs fois, concrètement les gens arrêteront de mettre leurs apparts sur Airbnb. Pareil, une marketplace comme je sais pas, Le Bon Coin par exemple, si plusieurs fois de suite vous tombez sur des escrocs qui vous vendent des produits qui ne correspondent pas du tout en fait, à ce qu'ils avaient annoncé, pareil, en fait, vous n'avez plus acheter sur la marketplace. Donc aujourd'hui, c'est une startup comme Airbnb l'a très bien fait d'ailleurs, en fait, mettre en place des systèmes de réputation, de sécurité pour rassurer, c'est ultra important, surtout au fur et à mesure où vous grandissez et vous connaissez plus individuellement tous les acheteurs et tous les vendeurs. Alors le premier conseil, il est un peu ennuyeux, mais il est important en France, c'est un concept de réglementation. Je pense que vous avez entendu parler d'une start-up qui s'appelle Take It Easy il y a quelques mois, qui a fermé. Et Take It Easy, le problème en fait, c'est que lorsque ça a fermé, en fait, c'est qu'ils mélangeaient en fait les fonds qui étaient dédiés au restaurant et les fonds de la plateforme. Et donc lorsqu'ils sont venus un peu à bout de cash, en fait, au bout de quelques années, en fait, la tentation était assez forte de dire attendez, on va décaler un peu le paiement des restaurateurs pour essayer de continuer de relancer un peu la machine. Mais le risque, il est évident, c'est que si le jour où il faut faillite, concrètement, les restaurateurs n'ont pas été payés. Et ça, la réglementation française fait très attention à ça. Donc faites attention à vraiment, comme on dit, sortir du flux, en fait, des flux financiers. C'est-à-dire en fait d'avoir vraiment deux flux différents où la marketplace sur votre compte bancaire vous touchez
que la commission vraiment de votre qui vous élu, donc les 5 à 20% de commission, et par contre le reste est directement envoyé sur des comptes bancaires qui appartiennent aux vendeurs. Donc, comme ça, c'est sûr et il ne faut pas vous faire embêter d'un point de vue réglementaire. Et ça, encore une fois, notre produit Stripe Connect le permet de le faire assez facilement. Deuxième type de conseil dans ce groupe, c'est de rassurer vos clients en fait, en mettant en place des règles claires. En fait, lorsque vous êtes une marketplace, une plateforme, vous êtes en fait le chef du marché. Vous mettez en place les règles qu'il faut. Et donc, pour rassurer les clients, il faut des règles très claires sur qu'est-ce qui se passe en termes de politique de remboursement. Qu'est-ce que la marketplace est prête à prendre en charge ou pas. Si jamais le produit que vous vendez n'est pas conforme à telle ou telle description, est-ce qu'effectivement il y a une politique de garantie, d'assurance qui est mise en place? Ça, c'est surtout en Europe, c'est des considérations qui rassurent beaucoup les gens. Pareil pour ce qu'on appelle les chargebacks, c'est-à-dire lorsque un client dit qu'il n'a pas, que c'est pas lui en fait qui a payé de la carte et que en fait c'est un petit neveu qui a pris sa carte et qui a joué avec. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la plateforme en fait qui est chargée de rembourser le porteur de la carte ou est-ce que c'est le vendeur, l'offreur? Voilà. Encore une fois, c'est mettre en place des règles claires pour savoir à quoi les gens peuvent s'attendre et qu'il y ait le moins d'incertitude possible. Et enfin, et c'était l'un des premiers points que j'avais abordé, c'est dès qu'on envoie de l'argent à des personnes en ligne, il faut s'assurer qu'on sait qui sont ces personnes. C'est know your customer, connaître son client. Et donc il faut, et ça change, c'est là où ça devient un peu compliqué, mais avec Stripe Connect où vous êtes, c'est en fait dans chaque pays il y a des règles un peu différentes, ou sur le type d'information qu'il faut collecter. Donc les règles de base, c'est le nom du client, son prénom, sa date de naissance, une photocopie de sa carte d'identité si c'est des montants suffisamment importants. Mais le challenge, c'est qu'en fait, ces requirements, en fait, ils évoluent d'un pays à l'autre. Donc là, encore une fois, travailler avec des systèmes pour marketplace qui vous permettent facilement de savoir dès le départ ce qu'il faut collecter par pays, pas avoir à chaque fois à payer un avocat et s'assurer que vous collectez les bonnes informations. Je crois que c'était mon dernier slide, j'ai un peu le passer. Donc voilà, c'était quelques conseils pour développer un marketplace. Si vous avez des questions, ravi d'y répondre, ou sinon, prendre un peu de temps dehors si vous avez des cas spécifiques que vous voulez évoquer. On observe de plus en plus de marketplaces B2B. Et ce qui est le plus intéressant, c'est des marketplaces B2B qui inventent des nouveaux métiers. Donc on prend l'exemple parfait, c'est Uber en fait. Le métier de chauffeur, il était vraiment différent avant, c'est en fait une sorte de nouveau métier qu'ils ont inventé. Là j'étais au Portugal il y a quelques jours et je rencontrais une marketplace qui en fait de livraison de nourriture à domicile et qui en fait permettait à des gens d'être cuisiniers en fait pour cette plateforme où ils leur livraient des ingrédients tous les matins avec la recette et donc et à 19h un livreur passe les chercher et derrière va les livrer à des gens. Donc on observe vraiment un engouement des marketplaces B2B. Je pense que la grande différence en termes d'approche on se lançait au départ entre le marketplace B2B et B2C, et c'est assez proche des startups B2B aussi en général, c'est que les startups, c'est que le B2B est un petit peu plus simple en termes de feedback client, parce qu'en fait les business savent ce qu'ils veulent généralement. Là où les clients c'est plus compliqué, ils les formulent pas forcément de manière très univoque. Donc ce que je conseille, voilà, c'est pour les marketplaces B2B, c'est vraiment écouter à 2000% vos clients, ils savent ce qu'ils veulent, construisez ce qu'ils vous demandent, et en principe c'est que vous allez répondre à une réponse en sens. Un peu provocation, qu'est-ce que Stripe a de mieux par rapport à Adyen ou Stripe? Quels sont les éléments de différenciation structurants sur la problématique marketplace? Ouais. En fait, c'est toute la surcouche marketplace par rapport à du paiement pur en fait. Donc c'est tout ce qui est compliance, voilà, collecter les bonnes informations en fonction des différents pays. C'est gérer tout ce qui est
complexité du paiement des vendeurs en fonction de la monnaie qu'ils préfèrent, en fonction de la méthode de paiement qu'ils préfèrent. Et c'est mettre en place enfin une expérience de paiement qui est adaptée vraiment au modèle que vous utilisez. Donc si par exemple vous êtes un Uber, en fait les chauffeurs ne devraient pas connaître Stripe. En fait, ils sont pas assez sophistiqués techniquement, ils n'ont pas besoin de connaître Stripe. Tout ce qu'ils veulent, c'est être payé par Uber. Là, par exemple, vous êtes une autre marketplace qui met en relation des commerçants avec des clients. Là, par contre, avoir un compte Stripe, ça peut leur être utile. Donc, c'est vraiment cette finesse en fonction des différents modèles de marketplace que vous utilisez. J'ai une autre question. Ouais. Un peu technique. Qui assume la fraude en fait sur Stripe? Les deux cas sont possibles. Les deux cas sont possibles. Ça dépend en fait ça dépend quel est le commerçant qui a été enregistré auprès de la banque lors de la transaction. Mais typiquement, Stripe vous permet de définir si c'est la plateforme ou le vendeur. Alors, l'implémentation du moyen de paiement, on est obligé de payer après en caisse. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, les deux modèles sont possibles. Si vous voulez. La plupart du temps, c'est l'opérateur. Là, encore une fois, la distinction, c'est si votre vendeur est un vendeur très sophistiqué, un commerçant qui connaît déjà en fait le commerce, généralement, il sera OK pour prendre le chargeback. C'est-à-dire qu'il sait comment est-ce que ça fonctionne et il sait à quoi s'attendre. Là où, par contre, vous avez des clients qui sont un petit peu moins sophistiqués en termes business, donc des particuliers ou des livreurs, par exemple, là, généralement, c'est la plateforme qui préfère manger la fraude, être responsable, encore une fois, pour rassurer les vendeurs et en avoir le plus sur la plateforme. Et Stripe, c'est géré ces deux configurations? Oui, on a les deux modèles. En cohabitation? Oui, en cohabitation également. Merci. Oui. Est-ce que vous pensez que des grands acteurs américains comme Walmart pourraient ouvrir des marketplaces? Amazon a sa structure plateforme et marketplace. Est-ce que des acteurs traditionnels de la distribution auraient l'idée de faire l'inverse en fait? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Généralement, ils ne font pas trop de bruit dessus parce qu'encore une fois, c'est compliqué à lancer au départ une marketplace. Donc, ils veulent s'assurer qu'elle va marcher avant de communiquer dessus. Mais la plupart des gros retailers américains en fait ont déjà lancé des systèmes de marketplace. Walmart en particulier, je ne sais plus. Je sais qu'on travaille avec quelques gros retailers qui le font parce qu'ils voient effectivement que c'est moins intensif en capital, ça ne compte pas de magasin, ça ne compte pas de stock. Enfin, même dans l'alimentaire. Même dans l'alimentaire, vous avez des exemples de boîtes? Non, aucune essayée. Je vois qu'en plus sur les ventes, je ne connais pas trop. Merci beaucoup. Oui. Justement, vous disiez qu'il fallait 2-3 ans en gros pour que le marché un peu décolle. Puis quel serait votre conseil pour justement tenir, pour faire entrer dans le capital, pour les gens qui veulent lancer des marketplaces, pour tenir cette période? C'est assez long quand même, 2-3 ans. Aujourd'hui, quand je parle avec les investisseurs, en fait, ils financent de plus en plus en fait, l'opérationnel versus le produit dans les marketplaces. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'autofinancer ou d'avoir les compétences internes pour construire le produit initial. Mais après, ils commencent à très bien comprendre ces stratégies de croissance des marketplaces et ils savent qu'ils ont besoin de capital pour tenir et atteindre cette masse critique. Donc je pense qu'un financement externe, effectivement, pour cette stratégie de croissance, c'est à s'adapter. Et après, j'avais une autre question un peu provocatrice, mais je la pose avec beaucoup d'humilité, parce que je ne suis même pas sûr de bien maîtriser le terme. Oui. Est-ce que les blockchains, à terme, peuvent devenir une menace ou remplacer justement cette mise en relation? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vendeurs, finalement, ce sera une mise en relation entre acheteurs et acheteurs. En fait. C'est assez passionnant parce qu'on regarde en fait, l'histoire du web commercial depuis 15 ans, c'est en fait la constitution de réseaux très centralisés, où il y a une plateforme centrale, Facebook, eBay, qui en fait a une tête de pont et qui construit un réseau autour d'eux. Et en fait, au début, on se disait, jusqu'à récemment, on se disait que en fait, c'était des marketplaces qui étaient indéboulonnables parce que ça fait des effets de réseau tels, en fait, ils avaient gagné, on ne pourra plus lancer de nouveaux concurrents. Et en fait, avec l'arrivée du blockchain, qui par définition décentralise en fait, complètement les interactions, on commence à se dire qu'en fait, elles n'ont pas des positions de monopole naturel indéboulonnables si fort que ça. Donc oui, je pense clairement que ça va changer un peu la règle du jeu, et qu'à mon avis, elle regarde ça de très très près. Pas de problème. Oui, on peut déjà faire. Voilà, bon, merci beaucoup. Et je suis Olivier à @stripe.com si vous avez des questions particulières, ravi d'en parler.